l'Inde, dans sa version moderne, interagit avec le Moyen-Orient que depuis les années 40, et encore un moment où il y avait un mouvement de décolonisation dans le Moyen-Orient, donc les relations étaient compliquées. Mais entre les sociétés, entre les commerçants, entre les cultures, entre les religions, il y a toujours eu des flux de va-et-vient entre les deux régions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle beaucoup de tous les pouvoirs extra-régionaux, on parle souvent des États-Unis, de la Chine, mais l'Inde est un acteur à part entière, de par cet historique de ses relations, et aussi de par ses relations commerciales. Il faut savoir, on ne parle pas beaucoup et pas assez avec l'Inde, mais deux de ses trois premiers partenaires commerciaux sont basés dans le Moyen-Orient, et plus précisément le golfe arabo-persique, c'est l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Euh, donc, c'est bien sûr de l'énergie, c'est l'importation des hydrocarbures, mais aussi beaucoup d'échanges, beaucoup d'exportations indiennes, notamment des produits alimentaires dans cette région. Et donc, il y a une interdépendance économique qui n'est pas seulement due au commerce. Je veux dire, je rajouterai aussi le côté financier. Il faut savoir que ces pays que sont les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, mais aussi d'autres euh, puissances du Golfe, regardent vers le futur, et aussi des investissements qui vont au-delà de l'énergie, et investissent via leurs souverains, leurs fonds souverains, dans les infrastructures des pays d'Asie, notamment de l'Inde. Donc il y a cette indépendance financière et économique qui existe et qui est très ancienne, mais qui a vraiment accéléré ces dernières années, poussée à la fois par les gouvernements des 10-15 dernières années, je veux dire le gouvernement du Congrès avant, et surtout depuis l'arrivée au pouvoir du BJP et de Narendra Modi. Donc voilà, il y a cette connexion, et je veux dire une connexion humaine. On parle peut-être pas assez, on la voit parfois quand on voyage à Abu Dhabi ou à Dubaï. On voit notamment beaucoup d'Indiens. Voilà, il y a 9 millions d'Indiens, selon certaines estimations, basés au Moyen-Orient et principalement dans les pays du Golfe. Et donc, quand l'Inde réagit et quand on regarde les tensions qu'on voit dans la région aujourd'hui, elle pense aussi au bien-être de ces Indiens qui sont basés dans tous ces États et qui vivent dans des conditions compliquées. C'est principalement des travailleurs précaires qui n'ont pas de statut de résident permanent. Ils sont là sur des contrats temporaires. Ils sont parfois même très exploités dans les conditions légales, et avec même pas les mêmes garanties de sécurité du travail et de certains même droits humanitaires basiques. Et donc, cette population qui est précaire, qui ne peut pas facilement revenir au pays en cas de crise, l'Inde doit faire attention à son bien-être et doit faire attention à que cette population soit bien traitée ou protégée par les gouvernements locaux, ou qu'il y ait des possibilités pour eux de revenir. Donc, c'est pour ça qu'on voit parfois, à chaque crise, des avions indiens affrétés, notamment Air India, des avions privés pour faire revenir ces populations qui sont prises en otage par ces crises régulières dans cette région. Il y a vraiment une partie géographique, notamment de la côte, toute la côte occidentale de l'Inde, qui est notamment à des relations beaucoup plus anciennes avec le Moyen-Orient. Alors, le Gujarat a longtemps eu des relations commerciales très importantes. La plupart des ports, notamment Surat, ont eu des relations commerciales assez importantes avec cette région, et tout la côte, des côtes arabes dans le golfe arabo-persique, l'Afrique aussi. Aussi l'Afrique dans l'océan Indien. Donc, et il y a notamment eu même parfois des relations importantes entre Omanais, entre différents, différentes entités commerciales ou politiques au Moyen-Orient, et des Gujaratis pour aller étendre leurs empires commerciaux aussi dans d'autres parties de l'océan Indien. Donc, c'est vraiment une histoire qui date. Au niveau des mouvements de population et de religion, c'est principalement vers la côte occidentale du sud, vers le Kerala notamment, où il y a eu beaucoup d'influences, des influences religio-culturelles qui sont arrivées dans le sous-continent. Ensuite, après, dans le mouvement dont j'ai parlé, ces flux de travailleurs indiens qui sont partis dans le golfe arabo-persique, surtout à partir des années 70, lors de l'émergence d'une industrie pétrolière dans ces régions exportatrices. Et il y avait un grand besoin de développement d'infrastructures et donc de travailleurs à bon marché. Il y a eu beaucoup de Kéralais qui se sont rendus dans cette région. Donc aujourd'hui, on parle aujourd'hui qu'un tiers
du PIB de l'État de Kerala et dépend ces fameuses remittances, de ces revenus qui sont renvoyés par par les travailleurs kéralais au Kerala. Mais alors, c'était le Kerala historiquement. On peut dire que sur les 10-15 dernières années, il y a d'autres États indiens qui ont eu des bonnes relations avec le Moyen-Orient, notamment le fait que beaucoup de travailleurs se sont rendus au Moyen-Orient. On peut parler de Tamil Nadu un petit peu, mais aussi principalement aujourd'hui beaucoup d'États indiens du centre, du nord et du centre, oui, qui ont des populations qui n'ont pas d'emploi, qui ont besoin de revenus pour faire vivre leur famille et qui renvoient une partie de ces revenus. Donc, on voit des Indiens du Bihar, de l'Uttar Pradesh, de l'Haryana, maintenant qui se rendent au Moyen-Orient et dans les pays du Golfe Persique de Golfe Arabo-Persique pour essayer de trouver des moyens et de trouver des emplois, tout simplement. C'est un silence qui est délibéré, je pense, de leur part, puisque voilà, à cause de tous ces intérêts et de cette tentative d'avoir, c'est le multi-alignement, c'est d'avoir des relations avec un peu avec tout le monde. Et ça entraîne à cette situation ambiguë. Et c'est juste une déclaration générale que cette crise ne doit pas s'étendre à toute la région et qu'il faut faire attention à toute possible escalade. L'Inde a des intérêts commerciaux très importants s'il y a une escalade. La plupart de son commerce avec l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient passe par le golfe par le canal de Suez et et la mer Rouge. Donc pour eux, les intérêts économiques et commerciaux sont très importants et domestiques pour Modi, parce que s'il y a une crise économique et un manque d'accès et les exportations se réduisent et un manque d'accès à certains biens primaires, notamment l'énergie, ça pourrait être des problèmes parce qu'il y a des élections régionales qui arrivent, etc. Donc les relations entre la politique interne et externe sont très importantes ici. Jayashankar était en entretien avec Blinken lors de l'annonce des bombardements iraniens. Donc ça crée une situation encore plus compliquée, je pense, pour la discussion sur quelle est la position de l'Inde. On savait que l'Inde avait gardé une position ambiguë avec l'Ukraine. La Chine a vraiment soutenu très vite la position palestinienne et l'iranienne, alors que l'Inde s'est retrouvée à faire attention, comme d'habitude, à être un peu au milieu, parfois disant qu'elle serait un possible médiateur sans en fait ne faire aucun effort pour être un médiateur. Et en même temps, elle se taisant ou restant silencieux pour éviter que ses intérêts dans la région soient heurtés. Sa population, sa diaspora, ses besoins énergétiques, etc. Alors, position par rapport à la Palestine, c'est que l'Inde a été longtemps un des plus grands soutiens de la cause palestinienne depuis l'indépendance de l'Inde, qui arrive à peu près en même temps que la création de l'État israélien, en fait. Et depuis cette position, le fait que l'Inde ait vécu une partition et regarde une autre partition qui arrive un an plus tard, l'ancien mandat de la Palestine anglais, voit ça comme une autre situation, et encore pour des questions religieuses, et donc essaie de se plaider pour les droits des minorités dans les deux cas. Mais bon, dans le cas de la Palestine, elle était contre une partition et était pour une solution fédérale, un petit peu ce que proposait l'ancien Premier ministre Jawahar Nehru pour l'Inde. Ça ne s'est pas fait, mais il a proposé la même solution pour le mandat de la Palestine. Ce qui s'est pas fait, la création de l'État Israël. Et du coup, l'Inde a soutenu la cause palestinienne, pas forcément toujours les mouvements qui ont apparu dans les années 40-50, qui étaient basés au Caire ou à Amman, mais a soutenu très vite, dans les années 70, l'OLP. Voilà, parce qu'elle a considéré que l'Organisation de la libération de la Palestine était un mouvement d'abord séculaire, et ensuite, c'était important pour l'Inde, et ensuite un mouvement qui semblait représenter la souveraineté populaire, si on peut l'appeler comme ça, parce que les Palestiniens étaient les réfugiés palestiniens étaient un peu partout. euh, Était le représentant ou le porte-parole le plus légitime des revendications palestiniennes dans les 70, qui n'était pas un otage d'un autre pays arabe dans la région qui avait des dessins aussi sur cette région. Voilà, donc, et depuis cela, l'Inde était un des premiers pays non musulmans, non arabes,
à reconnaître l'OLP comme ce représentant légitime des ambitions palestiniennes, et ensuite de reconnaître la Palestine comme un État dans les années 80, et longtemps soutenu l'introduction de la Palestine à l'ONU. Voilà. Donc c'est une position traditionnelle qui date des années 40 et qui s'est un peu sophistiquée, qui s'est un peu clarifiée en soutien à l'OLP à partir des années 80, 84, années 60, 70. Et il faut savoir que même Indira Gandhi et ensuite Rajiv Gandhi avaient de très bonnes relations personnelles aussi avec Yasser Arafat. En fait, ce qui s'est passé le changement de la position indienne, et même on peut la voir avant, elle a beaucoup changé depuis 2014 et l'arrivée de Narendra Modi et du BJP au pouvoir, mais je dirais qu'elle avait changé avant. Déjà, il faut savoir que l'Inde avait reconnu Israël dans les années 50, mais n'avait pas établi de relations diplomatiques. Il n'y avait pas d'ambassade respective dans les deux pays, il n'y avait pas d'ambassadeur. Et ce n'est qu'en 92, à la suite de la guerre du Golfe et le début du procès d'Oslo et de la normalisation, en tout cas d'un début de dialogue entre Israéliens et Palestiniens, que l'Inde a reconnu et a plutôt établi des relations diplomatiques avec Israël. Donc je veux dire, c'est sous un gouvernement du Congrès, sous le gouvernement de Narasimha Rao. Et donc c'est déjà à cette époque qu'il y a une sorte de normalisation des relations entre Israël et un développement de relations commerciales, d'échanges agricoles, et aussi un début de relations militaires. Il faut savoir qu'Israël va très vite devenir un des premiers fournisseurs militaires de l'Inde. Donc ça arrive sous des congrès. Ça s'accélère sous le BJP quand le Bharatiya Janata Party arrive au pouvoir déjà en 98. Ça continue sous le gouvernement du Congrès de 2004 à 2014. Et je veux dire, il y a une nouvelle étape symbolique qui arrive avec Modi. Il faut dire que les relations augmentent de manière substantielle sous Modi, toujours des échanges militaires et aussi une augmentation des échanges commerciaux. Mais il faut savoir que Modi deviendra aussi le Premier ministre indien à se rendre à Tel Aviv, à visiter l'État d'Israël, et ensuite recevra Netanyahou, le Premier ministre israélien, 6 mois plus tard. Donc voilà, c'est un autre. Il faut dire que les partis du Congrès, quand ils étaient au pouvoir, avaient des bonnes relations commerciales et militaires avec Israël, mais se refusaient d'être vus en public avec des personnalités ou des ministres israéliens. Du coup, on a un changement, je pense, symbolique à partir de 2014, avec un BJP qui est très ouvert et très content de rendre public sa relation avec l'État d'Israël, parce qu'ils n'ont pas les mêmes scrupules vis-à-vis des relations de l'Inde avec les pays d'Arabes, et aussi ils n'ont pas besoin, comme ils disent eux-mêmes, j'utilise les termes du BJP, de pacifier une minorité religieuse musulmane qui est plus peut-être pro-palestinienne en Inde. Alors, les accords d'Abraham sont un développement qui est principalement poussé par les Israéliens et les Américains, avec, je pense, aussi une ambition des Émiratis de normaliser les relations avec Israël, puisqu'il y avait des échanges stratégiques et militaires, enfin, surtout stratégiques et économiques qui pouvaient se faire. Les Indiens ont tout de suite accepté et soutenu ce processus, puisque les Indiens, il faut savoir, c'est l'autre développement de l'Inde par rapport au Moyen-Orient. Les Indiens ont développé de bonnes relations avec Israël sous le BJP depuis 2014, mais ont aussi, sous Modi, développé de très bonnes relations avec les Émirats arabes unis. Il faut savoir que Modi s'est rendu 8 fois aux Émirats arabes unis sous ces depuis, depuis qu'il est au pouvoir en 2014, donc c'est les 3 fois où il a été Premier ministre, ces 3 mandats plutôt. Et donc, il a aussi poussé pour un rapprochement avec ce pays pour les questions énergétiques, pour les questions de la diaspora locale et aussi les questions d'investissement émirati en Inde. Donc, c'est une relation qui est aussi prospère. Et les accords d'Abraham permettent de aussi faciliter une collaboration entre l'Inde, Israël et les Émirats arabes unis ensemble avec les États-Unis. Ça a créé, ça a notamment lié à la création de ce minilatéral qui rapproche ces 4 pays, ce qui s'appelle le I2U2, donc Israël, Inde et Émirats arabes unis, États-Unis. Et donc, c'est principalement un sorte de forum informel qui rassemble ces quatre gouvernements et parfois les acteurs économiques de ces pays pour parler de collaboration, notamment les infrastructures de la région. Alors, est un peu inaudible depuis quelques mois, parce qu'elle a longtemps
elle a été dans une position un peu de yo-yo. Elle a beaucoup, elle a, dans un premier temps, et ça a surpris un petit peu au niveau des observateurs de l'Inde et qui étaient habitués à avoir cette position pro-palestinienne de l'Inde, car il faut savoir, même quand le BJP a été au pouvoir, il y avait toujours aussi des déclarations pro-palestiniennes ou un soutien financier à ces différentes organisations, notamment l'UNRWA, cette fameuse association qui aide les réfugiés palestiniens. L'Inde a été un des premiers et un des pays qui donnait les plus grosses donations à ces organisations. Et donc l'Inde a toujours été un peu équilibrée entre Israël et Palestine lors des différentes crises. Mais le 7 octobre, Modi est un des premiers chefs d'État à réagir avec un tweet qui est sur X, Twitter, qui est une déclaration presque de soutien sans condition à Israël suite à cette attaque terroriste. Il n'y a pas aucune mention de la position traditionnelle pro-palestinienne. Alors ça peut se comprendre dans les premières heures qui ont suivi la crise, parce qu'il y avait une attaque terroriste qui était en cours. Mais dans les premiers jours qui ont suivi, il y a encore eu un autre tweet de Modi qui parlait d'une discussion qu'il avait eue au téléphonique avec le Premier ministre Netanyahou, et encore un soutien sans condition à la position israélienne. À ce moment-là, on avait déjà les débuts des opérations à Gaza et déjà des bruits de civils qui étaient tués et donc déjà une escalade qui commençait. Et ce n'est que peut-être une semaine après qu'on a une réaction du ministère des Affaires étrangères indien qui rappelle que l'Inde a une position en soutien de la Palestine, en soutien des deux États, en soutien des frontières de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU de 1967. Donc ça, c'est la position traditionnelle indienne, mais il a fallu une semaine pour qu'on le voit qu'elle soit à nouveau mentionnée, et il a fallu attendre qu'il y ait déjà les débuts des opérations de Gaza et déjà des débuts de déclaration qu'il faut respecter le droit humanitaire lors de ces opérations, même si on reconnaît qu'il y a eu une attaque terroriste qui a eu lieu 6-7 jours précédemment. Ces premières ambiguïtés de la position indienne, on voit ce yo-yo entre des fois un soutien très fort vis-à-vis de la position israélienne, la position sécuritaire israélienne, et des fois des condamnations de la manière dont Israël est en train de mener les opérations, que ce soit à Gaza, que ce soit surtout en Cisjordanie. Il y a une critique de la situation en Cisjordanie et des colons en Cisjordanie, avec un rappel des frontières de 1967. Et donc, dans certains votes qu'on voit à l'Assemblée générale des Nations unies, parfois l'Inde s'abstient ou soutient la position israélienne et parfois condamne Israël selon les votes. Donc voilà, il y a une position qui est, si on regarde les médias indiens même, si on regarde les médias internationaux, elle est un peu inaudible, elle est pas très claire. Voilà. Et donc, parfois on voit un espoir que l'Inde peut faire de la médiation, puisqu'elle a des bonnes relations entre Israël et Palestine pour essayer de trouver une manière de trouver une escalade. Mais l'Inde est toujours ouverte à encourager le dialogue, mais ne propose jamais de solution très concrète. Donc voilà, et c'est encore aujourd'hui, avec ce qui s'est passé cette semaine dernière, un silence parfois délibéré, particulièrement volontaire, oui, puisque l'Inde ne sait pas encore très bien quelle est sa position. Elle est à la fois soutient Israël, parce sous le BJP, a développé de bonnes relations avec Israël et avec ce gouvernement, avec Netanyahou, a une très bonne relation personnelle aussi avec Narendra Modi. Mais la situation instable qui est créée par les événements du 7 octobre, mais ensuite les opérations menées par Israël, et ensuite les réactions, que ce soit les attaques des Houthis du Yémen contre les flux commerciaux en mer Rouge, ou ensuite les problèmes que ça peut entraîner pour les exportations de pétrole ou de transport dans le canal de Suez, peuvent embêter l'Inde, qui est très dépendant de ce flux commercial. Alors, l'Inde s'est trouvée dans une situation très compliquée mardi lorsqu'on a appris que l'Iran s'apprêtait à envoyer des missiles balistiques en représailles à la mort de Nasrallah en Israël, jusqu'à Israël. Parce que l'Inde était entamé à ce moment-là des exercices militaires maritimes avec l'Iran.
Et en même temps, le ministre des Affaires étrangères indien, Jaishankar, se trouvait à Washington en pleine discussion avec Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Du coup, l'Inde était dans une situation ambiguë à expliquer qu'elle avait de bonnes relations avec l'Iran mais en même temps voulait reconnaître aussi encore une fois la situation sécuritaire pour Israël. Donc voilà, c'est ça, c'est cette situation d'essayer d'avoir de bonnes relations avec tous les acteurs régionaux, parce que l'Inde aussi a de bonnes relations avec l'Iran historiquement. Elle importe beaucoup de pétrole. En tout cas, elle importait beaucoup de pétrole à une époque d'Iran. Ça a un peu baissé. Elle est plus dépendante maintenant des Russes depuis le début de la guerre en Ukraine, et ensuite des pays du Golfe arabo-persique, principalement Émirats, Arabie Saoudite et Irak. Donc voilà, donc là, ces relations énergétiques étaient historiquement importantes. Et il faut savoir que l'Inde a de bonnes relations avec l'Iran, elle veut avoir accès à l'Asie centrale via l'Iran. L'Inde a beaucoup investi dans un port qu'on ne connaît pas forcément, mais qui est un port au large des côtes eaux profondes iraniennes, le port de Chabahar. Elle a investi, elle a un accord de gestion partielle du port de Chabar avec l'Iran et voudrait, par-delà, et des connexions ferroviaires, voudrait avoir accès à l'Afghanistan et au reste de l'Asie centrale via ce port pour les exportations et importations. C'est une réaction en effet à la Chine, le port de Gwadar, et donc un port qui est très important pour l'Inde pour avoir une sorte d'accès à l'Asie centrale qui puisse concurrencer celui dont a le Pakistan. Donc voilà, donc c'est pour l'Inde aussi un acteur stratégique de la région avec lequel elle voudrait avoir de bonnes relations, même si les relations encore entre le BJP, le gouvernement de Modi et le gouvernement des ayatollahs est parfois compliqué. Pendant les années 90 et les années 2000, suite à aussi la crise irakienne de 2003 et jusqu'à récemment, je vais dire même jusqu'au 7 octobre, euh, les États-Unis étaient assez impliqués de manière stratégique, comme vous avez dit, fort accès à des bases militaires et des ports dans la région, et une présence aussi navale, maritime importante dans la région qui permettait et qui rassurait beaucoup d'acteurs régionaux, notamment dans le Golfe arabo-persique, et qui permettait une sorte de stabilité géostratégique, ce qui permettait donc que les flux commerciaux pouvaient continuer, qu'il était possible d'investir et de se sentir qu'on pouvait faire des investissements stables long terme dans les infrastructures de la région. C'était le pari de la Chine depuis 10-15 ans. Et donc, ce qui a permis aussi ce développement dont j'ai parlé d'importants échanges commerciaux, énergétiques et aussi d'investissements respectifs de l'Inde au Moyen-Orient et de la Chine aussi en même temps. Et donc, ces deux pays ont bénéficié de ce parapluie nucléaire, enfin, pas nucléaire, mais géostratégique militaire des États-Unis dans la région. Le souci, c'est qu'il y a quelques acteurs de la région, depuis quelques années, ont senti, que ce soit sous Trump et ensuite sous la Biden, un sorte de désengagement progressif et stratégique de la part des États-Unis. Un intérêt plus vers l'Asie de l'Est, l'Indo-Pacifique, et peut-être aussi un peu vers l'Europe à cause de la crise d'Ukraine. Donc voilà, donc c'est une perception. On le regarde dans les chiffres, là, les États-Unis, de manière militaire, est omniprésente encore dans la région. Elle a des bases un peu partout, notamment encore en Irak, en Syrie. Donc elle ne va pas partir du jour au lendemain. Mais dans une des déclarations qui étaient faites avant le 7 octobre, notamment du Conseil de la sécurité nationale, Jake Sullivan disait qu'il y avait une situation de paix au Moyen-Orient qu'on n'avait pas vue depuis 20 ans. Et donc, c'était avant le 7 octobre. Et donc, il était possible pour les États-Unis de se désengager partiellement et de faire confiance à deux acteurs régionaux ou aux acteurs comme la Chine et l'Inde ou l'Europe, l'Union européenne, de participer un peu plus dans la gestion de la stabilité stratégique de la région. Bon, et le 7 octobre est arrivé entre-temps, une crise qui a poussé les Américains à se réinvestir un petit peu et à rebouger, remobiliser une partie de leur outil militaire dans cette région. Pour autant, je pense que les développements structurels pousseraient peut-être l'Inde et la Chine à réfléchir aussi à leur présence aussi dans la région de manière sécuritaire si les États-Unis se désengagent un petit peu dans le futur. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé à développer des accords avec des acteurs régionaux. Principalement, la Chine, c'est des accords de développement d'infrastructures des pays du Golfe arabo-persique, et un peu Israël aussi. Il y a beaucoup d'investissements chinois en Israël, on ne sait pas assez, mais ils ont beaucoup construit ou aidé à construire les infrastructures ferroviaires et portuaires israéliennes ces dernières années.
Et l'Inde aussi a bénéficié, donc on en a peut-être déjà parlé, c'est les fameux minilatéraux et développe des relations avec Israël, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, pour essayer de avoir une présence plus importante dans le développement notamment des connexions portuaires et ferroviaires dans la région. L'Inde a de l'expertise, elle a développé des ports qui sont très importants sur sa côte occidentale, beaucoup d'entre eux contrôlés par des compagnies qui appartiennent à Adani, un mania très proche du gouvernement indien actuel. Et, euh, et donc, Adani a aussi a des vues sur des ports, notamment on a le port d'Haïfa, auquel il a une concession, et ensuite peut-être sur des ports aux Émirats arabes unis. Donc voilà, c'est une possibilité pour l'Inde d'être plus présente de manière stratégique et économique au niveau des infrastructures dans la région. Et ça pousse aussi à l'Inde à développer des accords aussi bilatéraux avec des pays de Golfe arabe Persique pour la protection de la mer d'Arabie, de la mer Rouge. L'Inde aussi une présence navale importante. On l'a vu beaucoup dans la crise les crises provoquées par les Houthis et leurs missiles qu'ils envoyaient sur des navires commerciaux dans la région. L'Inde à ce moment-là a signalé qu'elle était prête à jouer un plus grand rôle dans la provision une sorte de provision de sécurité dans cette région. Et notamment, ça a été vu de manière très positive par les pays du Golfe arabo-persique qui, eux, ont peur que les États-Unis jouent un rôle moins important dans les années qui viennent. Donc voilà, donc c'est vraiment un réinvestissement qui se fait de manière progressive. Et j'ai parlé de l'Inde et la Chine. L'Inde aussi voit aussi une possibilité de concurrencer un peu la Chine, puisqu'elle voit que la Chine arrive un petit peu dans sa région, ce qu'elle appelle la Extended Neighborhood, son voisinage proche. Et donc, ça peut être aussi problématique pour l'Inde si elle n'a plus accès à ses partenaires commerciaux énergétiques dans la région, si la Chine développe des relations privilégiées avec ses acteurs traditionnels. Voilà. Oui, c'est l'ironie. C'est pour eux, ils ont vraiment un besoin de que C'est pour ça qu'ils ils bénéficiaient et ils ne voulaient pas contredire trop les États-Unis pour bénéficier de l'appareil sécuritaire américain dans la région, de la stabilité qui était liée à la présence militaire américaine. Donc, en fait, pour eux, il faut parfois se coordonner et se coopérer, parce qu'ils ont besoin tous les deux de beaucoup d'énergie de la région. C'est les deux plus grands clients des exportateurs de pétrole de la région. Donc, c'est pour ça que ça les a même entraînés à coopérer. Ils ont créé une sorte de coopération pour essayer de négocier ou de faire du lobbying auprès des pays de l'OPEC pour essayer d'éviter qu'il y a une augmentation trop importante des prix, pour essayer de contrôler certains des prix. Donc voilà, donc il y a parfois des coopérations et donc les intérêts sont communs. Mais il y a ce qui s'est passé depuis 3 4 ans entre l'Inde et la Chine. Il y a une dispute, des conflits au niveau des frontières. Il y a une rivalité qui se développe aussi dans une partie de l'Asie. Et donc il y a aussi, si on voit surtout du gouvernement indien, une méfiance à chaque développement pro-chinois, à chaque investissement chinois, à chaque déplacement d'un navire chinois dans un port du Moyen-Orient. Il y aura toujours une méfiance vis-à-vis des intentions de long terme et de possibilités de contenir l'Inde dans son propre océan Indien, dans son voisinage proche. Donc voilà, malheureusement, il y a un espace de coopération potentiel, mais il y a aussi une suspicion, mutuelle qui est liée à ces conflits frontaliers qu'on voit depuis 4 ans entre les deux pays.